Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Bonjour, alors cette semaine au podcast, ce que je fais, c'est que je vais répondre à un courriel d'un auditeur, puis je vais vous faire jouer ça. Je l'ai déjà enregistré, là. Je fais une introduction juste pour faire une petite précision parce que je l'ai réécouté, puis je pense que je n'étais pas le plus clair que je pouvais être. Si vous avez un renouvellement, OK, et que votre préférence, c'est de renouveler avec votre prêteur et que vous n'avez pas besoin d'un montant d'argent supplémentaire, que vous voulez simplement continuer votre prêt, oui, normalement, cette transaction-là va se faire directement avec votre prêteur parce que votre prêteur ne prendra pas l'intermédiaire d'un courtier hypothécaire. Donc, dans ce temps-là, ce que j'explique, c'est qu'on peut avoir une conversation ensemble. Si vous avez des questions, vous voulez vous préparer pour votre appel avec votre prêteur, il n'y a pas de problème, on va le faire. Ou vous pouvez m'envoyer une question, comme a fait cet auditeur-là. Mais pour toutes les autres transactions, si vous voulez plus d'argent, par exemple, si vous avez besoin d'un financement supplémentaire avec votre prêteur, avec un courtier, c'est possible aussi. On peut, après, à ce moment-là aussi, on va pouvoir comparer avec les autres prêteurs, mais ce n'est pas obligé de faire affaire directement. On peut aussi aller voir notre prêteur puis demander un refinancement. Ça aussi, ça se fait. Mais si vous voulez l'aide d'un courtier, c'est possible aussi quand on va chercher plus de financement. Puis ensuite, si on veut continuer notre prêt, mais qu'on est quand même à l'aise à changer de prêteur, donc c'est-à-dire procéder à un transfert, si on est certain qu'on aimerait ça en fait changer de prêteur, il va y avoir des belles opportunités. Ça va être possible d'épargner sur son hypothèque en le faisant. Ça va être un peu plus de travail parce qu'il faut fournir ses documents, il faudra se déplacer chez le notaire, mais ça, c'est une transaction qui est possible aussi avec un courtier hypothécaire, mais il faut à ce moment-là accepter que, OK, on ne va pas rester quand même avec le même prêteur, on va faire tout ce travail-là, puis c'est pour changer. Voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter. Et puis, évidemment, pour les achats, il n'y a pas de problème. On peut aller voir un courtier hypothécaire pour faire ça. Alors, je vous laisse avec le reste de mon enregistrement, la réponse à la question de l'auditeur. C'est un auditeur qui a son renouvellement donc le 1er novembre, qui approche avec sa banque. Et puis, il reste 180 000 sur 20 ans. Donc, j'imagine qu'on est au deuxième terme. Peut-être que le premier terme était 5 ans. Donc, d'habitude, on commence à 25. Puis, le deuxième terme, on renouvelle. Il nous reste 20 ans. Donc, là, ça, c'est sa situation. Ensuite, il me dit, on n'a aucune dette. Ils ont 2 voitures d'une valeur totale de 25. Donc, il me donne une idée là, de ses actifs passifs. Ensuite, 30 000 en liquidité, puis investi à la bourse de façon autonome. Là, c'est pas clair pour moi si on a 30 000 en tout ou si c'est 30 000 de liquidité plus d'autres choses investies à la bourse de façon autonome. Et c'est pas si grave que ça de connaître cette information-là. Ensuite, la propriété qu'on a, c'est un jumelé, puis on l'a estimé qu'il vaut 330 000 $. Donc, avec une hypothèque de 180 000, ça veut dire qu'on a une équité d'accumuler de 150 000 $. On est fonctionnaire depuis 8 ans. Bon, puis là, les questions. J'ai commencé ma négo pour mon renouvellement hypothécaire et je me rends compte que l'offre d'une autre institution financière a du pouvoir dans les négociations, comme mentionné dans ton podcast. Donc, effectivement, souvent, quand on va aller négocier avec le prêteur, ils vont parfois, puis là, ça, c'est plate qu'ils fassent ça, tu sais, ils vont dire peut-être qu'on peut accoter une offre d'un concurrent. Mais présentement, notre offre, c'est celle-là. C'est plate, il y en a plusieurs qui font ça. C'est malheureusement ça. Donc, c'est pour ça que d'y aller avec un courtier hypothécaire, on n'a pas besoin de faire ça parce que le courtier, lui, a accès aux offres de promotion, puis les prêteurs offrent aux courtiers des taux privilégiés pour avoir les dossiers. Puis, ça fonctionne un peu différemment. Donc, le courtier a des taux courtiers, puis les banques, après ça, ont leur taux affiché, puis vont, quand le client arrive pour leur renouvellement ou arrive en succursale, vont offrir selon le profil du client. Puis là, bien évidemment qu'il va avoir souvent un rabais par rapport au taux affiché, mais ça ne sera peut-être pas aussi bas que le taux courtier.
Donc là, ce que l'auditeur dit, c'est j'hésite entre le variable et le 3 ans fixe. J'ai refusé l'offre 3 ans fixe à 4,99. Puis là, il dit j'estime qu'un taux 3 ans qui vaudrait la peine par rapport au taux variable, selon les prévisions, serait d'environ 4,5 ou moins, mais je ne sais pas si les banques sont prêtes à offrir ce genre de taux. Donc là, déjà, je peux répondre OK, parce que OK, c'est un client qui ne souhaite pas nécessairement changer de banque. Donc, dans ce temps-là, si quelqu'un m'appelle pour un renouvellement puis aimerait avoir de l'aide, je vais vouloir l'aider avec une réponse. Comme je suis en train de faire en ce moment, on ne va pas faire de dossier parce que quelqu'un qui souhaite rester à son institution financière, souvent, ça va être ça qui est le mieux pour lui s'il n'y a pas de raison de quitter. Donc, mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider un peu dans sa réflexion. Donc, mais je ne sais pas si les banques sont prêtes à offrir ce genre de taux. Donc, effectivement, présentement, un 3 ans fixe, oui, il y a mieux que 4,99. OK? Puis là, je vais arriver avec une distinction technique. Si le prêt à l'origine, quand on a acheté la propriété il y a 5 ans, était un prêt assuré, ça serait possible. Donc, les possibilités qu'il y aurait là, avec un courtier hypothécaire, souvent, ça va être de faire un transfert dans une autre institution financière qui va payer les frais de notaire, puis ça va être avantageux, surtout si c'est un prêt assuré, on va être capable d'avoir souvent un meilleur taux que l'offre du renouvellement. Si c'était un prêt conventionnel, ça se peut que le transfert fonctionne aussi, qu'on soit capable d'avoir un taux plus bas, mais il y a peut-être, je dirais, un petit peu moins de chance. Donc ça, c'est la première question que j'aurais, est-ce que c'est un prêt assuré ou pas? Pour avoir un 3 ans à 4,5, comme le client peut-être aimerait avoir ou moins, je pense que ça serait un taux qui serait assuré. Il faudrait que le prêt soit assuré à l'origine. Si le prêt était conventionnel, si on a mis 20% de mise de fonds à l'origine, ça va être difficile, même avec un courtier, d'aller à 4,5%. Même en assuré, en fait, on est peut-être à 4,6, 4,7. Donc, le taux visé ici par l'auditeur est quand même un peu agressif. Peut-être que le prêteur serait prêt à aller jusque-là, mais peut-être que non aussi, parce que moi, ce que je vois selon les meilleures promotions en vigueur, on n'est pas tout à fait à 4,5 pour le 3 ans. Pour le 5 ans, oui. Pour le 5 ans, on peut aller en bas de 4,5 même. Puis aussi, c'est le montant du prêt qui détermine. On a un prêt de 180 000 si on avait un prêt de 500 000 et plus, les banques ont un peu plus d'appétit pour aller baisser le taux dans ce temps-là. Souvent, les banques fonctionnent comme ça. Si on a un prêt en bas de 300 000, ben, on va tomber dans un autre, ou en bas de 200 000, on va tomber dans un autre range de taux. Donc, ça, c'est un peu les informations que je peux donner aux clients. Oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir mieux en faisant un transfert. Maintenant, ce que je veux apporter comme précision, c'est que si le client il veut rester avec sa banque, voici ce que ça pourrait lui coûter d'accepter, par exemple, le 4,99 3 ans fixe. OK? Versus un taux à 4,5. Si on était capable de trouver 4,5 3 ans fixe, la différence, OK, on parle de 47 et 12 par mois. Pendant 3 ans, ça fait 1 696 de plus et un solde à la fin qui serait de 840 plus élevé. Donc, en tout et partout, là, la différence de taux sur 3 ans, OK, on parle d'une différence de 2500 à peu près dollars de plus que la différence de quasiment 0,5 d'intérêt sur le solde du prêt de 180 000 va faire. Donc, on parle de 2500 ici, grosso modo, sur 3 ans. C'est ça la différence. Donc, le travail qu'on va faire pour essayer de faire baisser notre taux de 4,99 à 4,5 versus, c'est ce que ça coûterait. Donc, il faut savoir aussi que si on fait un transfert dans une institution financière, il y a des frais de notaire. Ça, souvent, ça peut être payé par le nouveau prêteur. Les notaires ont augmenté leurs frais. Parfois, ça ne couvre pas au complet le frais de notaire. Ce que le prêteur est prêt à donner comme remise en argent pour payer les frais de notaire, ça ne couvre pas tout le temps tout le montant. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit coût à transférer. Puis après ça, il faut penser que si on change de prêteur, il faut se requalifier. Il faut renvoyer ses documents de revenus, qui peut être assez facile à faire là, avec un courtier hypothécaire qui fait le dossier et tout. Mais c'est quand même des étapes de plus. Il faudra se déplacer sur place chez le notaire pour signer
les documents. Les signatures à distance chez les notaires, ça auparavant, c'était pendant la COVID super pratique, mais ils ont arrêté cette pratique-là. Maintenant, il faut se déplacer pour aller signer chez le notaire. Pour ensuite signer avec le prêteur, ça c'est correct. On peut faire les signatures à distance. Mais tout ça est quand même un petit peu plus de travail. Dans ce cas-ci, on parle d'une différence de 2500 $ entre 499 et 4.5. Donc, supposons que le client serait capable d'aller négocier 4.7, par exemple, avec son prêteur, ou 4.8. Ben, on diminue un peu le montant, justement, de pénalité du fait de rester avec son prêteur. OK. Ensuite, OK, deuxième facteur, là, je continue avec les questions. Deuxième facteur, il y a de fortes chances que je décide de vendre pour acheter une maison qui reflètera les besoins réels de moi et ma conjointe d'ici peut-être 3 ans, à prendre en compte dans la pénalité. Effectivement, si on pense vendre dans les 3 prochaines années, puis qu'on doit rembourser le prêt au complet, bon, là, il faut savoir que quand on déménage, il y a une possibilité de transférer son prêt, mais il y a des technicalités pour faire ça. Puis ça peut être un peu compliqué, on n'aura pas le choix si on veut rester. Premièrement, c'est parce qu'on va vouloir rester avec la même institution financière. Encore là, on n'aura pas une grande force de négociation pour le taux. Mais ça serait dans le but de conserver justement un bon taux qu'on avait. Bon, bref, ça, souvent les gens veulent faire ça, mais en réalité, moi, je ne l'ai pas vu souvent en pratique quand les gens vendent leur propriété, gardent leur hypothèque, puis achètent une nouvelle propriété. Il y a des restrictions de délai. Il faut que ça se fasse dans les 3 mois. Bref, oui, effectivement, si on prend un 3 ans fixe puis qu'on pense déménager dans la période de 3 ans, ça se peut qu'on ait une pénalité à payer si on doit rembourser notre hypothèque. Je dirais à ce moment-là que peut-être d'y aller variable parce qu'au début, on disait qu'on hésitait entre le variable et le 3 ans fixe. En plus que les taux sont en train de descendre en ce moment. Les analystes s'attendent qu'il y ait plusieurs baisses du taux directeur dans la prochaine année. Peut-être que si on a cette tolérance au risque par rapport à notre hypothèque, ça peut être un pari intéressant à faire d'y aller avec variable. En plus que le taux variable, c'est là qu'on a la plus petite pénalité lorsqu'on doit rembourser au complet notre hypothèque. Donc, il y a cet avantage-là quand on pense peut-être devoir déménager dans la période de temps, ça peut être une bonne idée de prendre le taux variable à ce moment-là. Si évidemment on a la tolérance au risque, souvent le taux variable pour un premier terme, quand on vient d'acheter puis qu'on est serré dans notre budget, c'est peut-être moins une bonne idée parce qu'on ne veut pas prendre le risque que le taux d'intérêt augmente, puis que nos paiements augmentent. Peut-être qu'on n'a pas besoin de ce risque-là, dans le fond, dans notre situation financière. Mais après un premier terme, peut-être qu'on a une meilleure situation financière, puis que notre budget, justement, ici, je vois qu'on n'a pas de dette, peut-être on serait à l'aise à prendre le taux variable. Pourquoi pas? Le taux variable, chose qui est importante de savoir, dans les banques en ce moment, parfois, ce n'est pas la meilleure offre non plus. Encore là, si on a un prêt qui était assuré puis qu'on fait un transfert vers un prêteur virtuel, souvent, ça va être les meilleures offres qu'on peut avoir. Ce n'est pas des grosses différences en passant. Là, on parle de peut-être taux préférentiel moins 0,9 versus dans la banque, on va être plus à taux préférentiel moins 0,7, peut-être moins 0,8. Là, je ne sais pas exactement le prêteur en question, où est-ce qu'il est. Donc, on parle de 0,1, 0,2 différence là encore. OK. En toute honnêteté, je ne désirerais pas vraiment changer de banque, mais j'aimerais avoir des arguments forts pour leur faire croire que je suis prête à changer sans problème. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut faire. Moi, évidemment, tu sais, je ne serais pas à l'aise là, à fournir une offre écrite que tu peux présenter à ton prêteur. Moi, je vais répondre verbalement comme ça. Que oui, c'est possible d'aller chercher mieux. J'ai regardé mes taux tantôt au courtier, puis effectivement, un 3 ans, si c'est assuré, on peut aller jusqu'à 4,6 peut-être en transfert, frais de notaire payés. Donc, ben oui, on peut dire ça à notre prêteur. Mais évidemment, je ne suis pas à l'aise à fournir un document écrit, une offre officielle d'un prêteur. De toute façon, moi, il faudrait que j'aille chercher, faudrait que je fasse une demande, une fausse demande chez un prêteur. Donc, je ne vais pas aller là quand c'est pour faire une offre de la compétition. Mais je peux très bien dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme taux.
Ensuite, bon, finalement, il y a deux autres questions vers la fin. J'ai un grand intérêt pour l'indépendance financière et j'apprécie beaucoup ton podcast. Merci beaucoup. Je me dis que tes conseils seraient probablement intéressants en ce qui concerne un éventuel changement de véhicule. Ben oui, changement de véhicule, j'ai enregistré un podcast sur justement 3 règles à suivre, 3 règles que les millionnaires vont utiliser lorsqu'ils vont acheter un nouveau véhicule. Ben, première règle, c'est on va acheter notre véhicule comptant. Ça veut dire qu'on va mettre l'argent de côté périodiquement, on va l'accumuler, on va accumuler la somme jusqu'à temps qu'on ait le montant nécessaire pour acheter la voiture. C'est ce que j'ai fait avec moi, ma dernière voiture. Euh, c'est l'idéal, c'est ce qui va revenir le moins cher. Puis, c'est un peu le mindset, je pense, qu'il faut pour cheminer vers l'indépendance financière. Ensuite, autre règle, c'est qu'on disait maximum 50% de notre revenu annuel comme valeur de voiture. Donc, ça, c'est une autre règle qu'on peut. Donc, si on fait, je ne sais pas moi, 80 000 de, de salaire annuel, ben, ça serait raisonnable de se limiter à une voiture qui coûte 40 000. Donc, on accumule le 40 000, puis on achète. Puis ensuite, la troisième règle des millionnaires qui achètent leur voiture, c'est qu'on va acheter une voiture neuve seulement lorsque, justement, on va avoir accumulé 1 million de valeur nette. Là, ici, on est peut-être à 200 000 de valeur nette avec cet auditeur-là. Donc, je resterai dans les véhicules usagés où est-ce qu'on va avoir la meilleure valeur pour notre dollar. Les voitures neuves, on le sait, dès qu'on va sortir du concessionnaire avec notre voiture, on va perdre une valeur fou. Puis, à chaque année aussi, les premières années de dépréciation sont vraiment élevées. Donc, ça, c'est les 3 conseils que j'ai par rapport à l'achat d'une voiture. Et la dernière question, quand est-il judicieux d'obtenir une marge hypothécaire, même si l'on n'a aucune intention de l'utiliser pour l'instant? OK. Donc là, si notre prêt était assuré à l'origine, OK, où est-ce qu'on avait mis une mise de fonds en bas de 20 à ce moment-là, aller ajouter une marge hypothécaire pour le plaisir sur notre prêt, ça pourrait être désavantageux parce que tant que notre prêt est assuré, on a droit souvent à un meilleur taux lorsqu'on va renégocier, renouveler ou transférer notre prêt chez un autre prêteur. Pour ajouter une marge hypothécaire à notre prêt, normalement, on va devoir refinancer. Ensuite, ce que je dirais de faire attention, c'est que certains prêteurs, dont le prêteur de l'auditeur en question, quand on va ouvrir une marge hypothécaire, il va avoir des frais de 7 mensuellement, même si on utilise 0 de la marge hypothécaire. Donc ça, c'est pas tous les prêteurs qui ont des frais comme ça mensuels pour des marges de crédit, mais ce prêteur-là, oui. Donc, je lui dirais que dans son cas, aller ouvrir une marge hypothécaire sans avoir l'intention de l'utiliser, je ne le ferai pas parce que on va à ce moment-là payer 7 dollars. Donc, je pense qu'il faudrait avoir une idée assez certaine qu'on aura besoin de la marge hypothécaire avant d'en ouvrir une puis de payer 7 dollars par mois. Ensuite, ben oui, moi, personnellement, j'ai toujours aimé ça, avoir ma marge hypothécaire au cas où il y ait une opportunité d'investissement intéressante qui se présente. Bon, il faut savoir que, dépendamment des prêteurs, dépendamment du type de prêt qu'on a en place, si on a déjà un prêt avec collatéral, ça se peut qu'un simple rendez-vous avec notre prêteur, que ce ne soit pas trop compliqué d'aller mettre en place notre marge de crédit. Mais si c'était un prêt conventionnel qu'on avait traditionnel et qui n'était pas collatéral, ça se peut que ce soit un changement qui demande un acte notarié, puis un changement au registre foncier pour modifier l'hypothèque. À ce moment-là, on peut parler de délai peut-être d'1 mois. Si on a un projet à l'intérieur d'1 mois puis qu'on veut absolument être prêt, qu'on ne veut pas avoir, mais là, peut-être que ça peut être une bonne idée de le faire d'avance. Bref, il y a tout ça à prendre en considération. Le fait que de refinancer, bon, donc là, j'ai pas assez d'informations, mais moi, ce que je comprends de la question du client ici, excusez-moi, de l'auditeur, c'est que je n'irai pas nécessairement ouvrir la marge hypothécaire avec ce prêteur-là en particulier parce qu'il y a des frais, puis parce que possiblement que le prêt était assuré à l'origine, puis qu'on pourrait avoir un meilleur taux au renouvellement ou en transfert
puis on ne vise pas à aller chercher plus de financement, on vise que renouveler, on vise rester avec le prêteur. Si jamais on avait un projet d'investissement intéressant, ben là, normalement, on va avoir un mois pour soit communiquer avec un courtier hypothécaire pour voir c'est quoi les possibilités de refinancement, puis d'aller chercher peut-être une marge hypothécaire ou une nouvelle tranche pour investissement, ou prendre rendez-vous avec sa banque. Malgré que ça, un refinancement, oui, on peut le faire directement avec sa banque, mais on peut aussi, si on est en refinancement, aller voir son courtier hypothécaire, puis on peut refinancer avec son institution financière si on aime. Puis en même temps, on aura une comparaison à ce moment-là des offres des autres prêteurs. Puis en refinancement, excusez, c'est possible là, d'avoir ce service-là avec un courtier hypothécaire. En renouvellement, si on ne fait que renouveler, par contre, ça va se faire qu'avec notre prêteur. Donc voilà, j'espère que ça répondait à la question. Et si jamais vous avez une question comme l'auditeur, donc vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire m'envoyer un beau message détaillé avec vos questions, des informations sur votre situation. Le plus d'informations que vous mettez dans le courriel, le plus de détails que j'ai, meilleur va être ma réponse. Donc, je vais peut-être faire ça, enregistrer une réponse, puis avec votre permission, la mettre sur le podcast. Ensuite, vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans mon calendrier, même si on ne fait pas de prêt ensemble. Je peux prendre un 15 minutes pour justement répondre à vos questions sur un appel, soit vidéo ou téléphonique. Puis à ce moment-là, ça va être le même principe. Arriver avec toutes vos informations, le plus de détails possible, puis on va pouvoir parler de votre question ensemble. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.